Je sais pas, oui, mais il fait chaud quand même. Peut-être que c'est un peu... Ouais, c'est le bruit. Bon. Voilà, tu laisses un peu retrouver. Bon, on est dans les temps. Alors, on bouscule un peu parce que c'est vrai qu'il y a un planning assez serré sur toute la journée. Et tant que faire se peut, il faut qu'on essaye de respecter les horaires. Alors, d'abord, merci à tous et bonjour. Bonjour et merci d'être là. Parce que je vois que la salle, voilà, il y aurait pu y avoir encore un peu plus de monde et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est bien. Alors, ces jeunes, c'est quoi? C'est des ITIAP, des BTS. BTS quoi? Aménagement. Il n'y a pas d'ITIAP là? Comment ça se fait ça? Ce sont des futurs ITIAP. Ah, ce sont des futurs ITIAP, d'accord. Bon, je vais vous présenter un petit peu dans les grands principes l'organisation de cette conférence. On doit finir vers 11h30. Vous avez à côté de moi, à droite et à gauche, des invités c'est eux qui vont être les acteurs de cette conférence débat. Moi, je suis juste là pour l'animer et voir poser les bonnes questions, pas les questions pièges, et voir que le timing est respecté. Grosso modo, oui, 11h30, il ne faut pas qu'on dépasse 11h30, on peut s'accorder 5-10 minutes. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même pas mal d'échanges avec la salle. Et notamment au niveau des jeunes, si vous avez des questions, parce que on va parler aussi de votre futur avenir professionnel. Et vous apercevrez que le management, c'est pas si simple que ça. Alors, le thème, je le rappelle rapidement, c'est le management des organisations. Alors, je vous donnerai une petite, pour que ça soit un peu plus explicite et lisible pour vous, je ferai une petite introduction de façon à ce qu'on parle à peu près tous le même langage. Parce que management et organisation, des fois on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc, juste une petite introduction pour essayer de cadrer et cibler cette conférence débat. Après, vous aurez l'intervention, le témoignage d'invités, alors d'invités prestigieux, hein, si on peut dire. À ma droite, vous avez des sportifs de très haut niveau. Donc, vous avez Sébastien Martini. Sébastien Martini, qui fait partie du pôle France de trampoline, qui est, bon, quand il interviendra, il ira un peu plus loin dans sa carrière, mais il est quand même 2 fois vice-champion du monde de trampoline, comment on dit, trampoline synchronisée. Il est champion de France et il est en train de préparer les Jeux Olympiques pour le Brésil. Donc, il vous parlera un petit peu de son expérience et quand il interviendra, il vous expliquera un peu quel est son parcours et comment, au niveau je dirais, d'un pôle France et d'un staff relativement important, avec bien sûr des obligations de résultat, il vit ça. Il est aussi, tout récemment, hein, 1 an et demi, je crois, 1 an, ingénieur. 1 an et demi. Ouais, ingénieur. Donc, il a su mener sa carrière entre ce que peut être le sport de haut niveau, en partie individuel, mais il rentre quand même dans un collectif, et ses études et sa future carrière professionnelle. À ma droite, vous avez Julien Espinoza. Alors Julien Espinoza a un parcours aussi relativement important, il se présentera aussi, mais il est entraîneur de l'équipe professionnelle de basket d'Antibes. D'accord? Donc il ira un peu plus loin dans sa présentation, mais c'est aussi, individuellement, c'est un sportif aussi de haut niveau, puisqu'il a pratiqué le basket. Mais aujourd'hui, on va lui demander de témoigner comme un petit peu un employeur potentiel qui gère une équipe, un collectif de joueurs professionnels avec des origines parfois différentes. Vous savez que bon, souvent les équipes de basket sont un peu mixtes au niveau des origines déjà. À ma gauche, vous avez Thierry Aubel. Alors Thierry Aubel, c'est aussi un grand monsieur, une carrière, bon, il vous en parlera, qui est actuellement directeur, enfin je ne sais pas comment, il est directeur du pôle environnement, parce qu'il vous expliquera, du pôle environnement et espace vert de la ville de Nice, mais il a d'autres cordes à son arc, d'autres directions de services au niveau de la métropole de Nice. C'est quelqu'un qui aujourd'hui doit gérer entre 400 et 500 personnes. Et lui, il sera plutôt sur le côté, je dirais, son approche sera qu'est-ce que le management en général, que ça soit sur une entreprise privée, un organisme, une structure de service, de collectivité, vous donnera son approche par rapport à son vécu, ce que peut être le management.
Voilà, je les ai présentés. Ils rentreront un peu plus dans le détail quand ils interviendront. Alors, vous m'accordez 5 minutes. Vous m'accordez 5 minutes pour essayer de rentrer un peu plus dans l'axe ou dans ce qu'on attend de cette conférence débat. Alors, attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que j'arrive à un âge moi aussi. Pourquoi toi aussi? Où j'ai besoin de lunettes parce que je vois que tu les portes en permanence. Moi, j'ai encore la chance de les porter que de temps en temps. Alors, rapidement, donc avant de passer la parole à nos invités, une petite introduction pour qu'on essaye de justifier un peu, de cadrer cette thématique et de justifier un peu les interventions de nos invités ici présents. Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc je n'ai pas fait un plagiat, je ne suis pas allé chercher, mais j'ai trouvé à l'occasion, comme ça, sur un forum qui a eu lieu sur les hautes études de l'école des hautes études managériales, quelque chose de très intéressant et qui introduit vraiment ce à quoi on pourra s'attacher et sur à quoi on va discuter aujourd'hui. Alors, d'abord, d'où vient le mot management? Rapidement. Hein. Alors, le mot management, les vocables manager et management. Et management, alors je ne dirais pas management puisqu'on est en France. Dérive des mots français ménager et ménagement, qui veulent dire régler avec soin. Ça, c'est une définition du Robert, donc régler avec soin. Déjà, on rentre un peu dans le sujet. Alors, on s'aperçoit dans cet article et ce compte-rendu de séminaire, voilà ce qui est dit. Aujourd'hui, tout le monde fait du management. Comme un bon père de famille. Tous les jours, vous faites du management. Je vois qu'il y a des étudiants, tous les jours, vous managez, vous vous organisez. Quand vous êtes dans la vie de famille, bon, alors où c'est vous, ou c'est votre femme, mais il faut bien manager le ménage. Donc, et le gérer. Donc, on s'aperçoit que, finalement, tous les jours, on fait du management. Tous les jours, on s'organise. On le vit tous les jours comme ça, mais on fait du management. Alors, ils associent quand même au mot management régulièrement le mot gestion. Alors là, déjà, on rentre un peu plus dans l'approche à la fois individuelle, se gérer individuellement, et se gérer dans un collectif. Alors, chacun de nous, quel que soit son rôle et son métier, est concerné donc, par le management. Chacun de nous ferait donc du management sans le savoir. Cependant, il est préférable de manager, gérer en sachant ce que l'on fait. Bien évidemment, hein. Alors que ce soit personnel ou professionnel. Alors, ils définissent, eux, le management ou la gestion et l'ensemble des techniques d'organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour administrer, gérer une structure, qu'elle soit entreprise, administration, qu'elle soit associative. Donc, et tout particulièrement l'art de diriger les hommes afin d'obtenir des performances satisfaisantes. Donc, vous allez voir que je dirais, la gestion des ressources humaines a une grande place dans le management. Alors, ces ressources, bien sûr, elles peuvent être, on peut manager du financier, de l'humain, du matériel, etc. Il semblerait, d'après ce qu'ils disent, hein, comme je vous dis, je ne suis pas un expert, qu'il y ait deux niveaux, deux horizons de management. Il y a l'horizon stratégique, management stratégique, qui est plutôt lié à ce qu'on appellerait la direction de la structure. C'est vraiment la stratégie, la politique, les objectifs définis. C'est un peu, voilà, le management stratégique. Et c'est un peu nos patrons. Parce que moi aussi j'avais des patrons, mais nos patrons. Et puis, ce qu'on appelle l'horizon opérationnel. L'horizon opérationnel, on est plus là, hein, peut-être, tous autant qu'on est. Donc je vois quand même il y a d'anciens patrons, ils ont été dans la stratégie. Mais par exemple, moi, au niveau de mon activité, je suis dans l'opérationnel. Je ne suis pas dans la stratégie. Quoique de temps en temps, on aimerait y être un peu. Hein. On est une aide à la décision, mais on n'est pas forcément le bon Dieu qui décide. Donc, manager, ça veut dire quoi? Ça consiste à prévoir les buts et les moyens, à organiser. Et ça, c'est des mots forts. Hein. Les ITIAP savent très bien que les mots ont leur importance et les verbes ont leur importance. Il y a des verbes d'action, il y a des verbes d'analyse, il y a des verbes... Alors, c'est vrai que la stratégie, on va analyser, mais par contre, dans l'opérationnel, on va agir. Donc, prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Je ne vais pas, sur le rôle d'un manager ou d'un leader, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que j'en ai à côté de moi, donc ils seront largement la possibilité de s'expliquer là-dessus. Alors,
il semblerait qu'il existe différentes disciplines de management. Alors, on peut aller sur du management financier, sur du management marketing, sur du management... Mais d'après ce qu'ils disent, le management des organisations est quand même un des managements très très forts, puisque les ressources humaines, le management des systèmes d'information, donc la communication, est quand même une discipline du management qui est une des plus importantes. Bon, mais derrière tout ça, comment on fait pour définir, quand on associe ces deux mots, management et organisation? Alors c'est sûr que si on rentre dans des définitions très, très simples du Larousse, on peut donner une définition à chacun de ces mots, mais quand on les associe, management des organisations, c'est pas évident. Ce que nous allons... La clé d'entrée un peu de cette conférence débat, parce que pour nous, parler de management sur des approches théoriques, c'est peut-être pas l'intérêt, d'autant plus que on a des gens qui sont soit en activité professionnelle, qui vont rentrer dans l'activité professionnelle, donc je crois qu'il vaudra mieux s'approcher sur des exemples concrets. Alors la clé d'entrée que nous avons choisie, nous, avec les gens autour de la table, parce que j'ai pas agi tout seul, loin de là, et avec le comité de pilotage qui a organisé ce séminaire, ou ce forum, on a dit que peut-être notre clé d'entrée, c'était mettre en parallèle ou comparer avec ce que pratiquent ou ce que vivent les personnalités ou les sportifs de très haut niveau. Et on s'est posé la question, on se dit, des sportifs de très haut niveau, ils sont sans arrêt soit des managers, entre guillemets des employeurs, soit des salariés, parce qu'ils sont sur du sport individuel ou collectif, mais ils ont un pôle au-dessus d'eux qui les drive. Bon. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire ce parallèle entre comment est vécu le management sur du sport de haut niveau, et est-ce que les pratiques peuvent être transférables dans le monde économique? Alors quand je dis le monde économique, je dis aussi le monde de service, puisque aujourd'hui, M. Aubel ne représente pas forcément les services d'une collectivité locale. Il a managé à d'autres niveaux, mais que ça soit une structure, que ça soit une entreprise du paysage, que ça soit une association et tout, les principes sont les mêmes. Mais aujourd'hui, le sport de haut niveau qui oblige quand même à avoir des résultats. Vous allez voir, on ne peut pas tourner autour du pot. Sinon, s'il n'y a pas de résultat, un sportif de haut niveau, il est sur la touche rapidement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous avez deux sportifs de haut niveau, et vous avez quand même quelqu'un qui a porté ses réflexions depuis pratiquement toute sa carrière sur ce qu'est le management. Il vous expliquera pourquoi. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire en introduction, de façon à ce qu'on axe un peu les questions et qu'on axe ce qui est le management des organisations. D'accord? Parce que c'est un peu fourre-tout, ces deux mots. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Est-ce que ça cadre un peu? Oui ou non? On est d'accord. Bon, je vais laisser la parole maintenant à nos invités. Alors, on va rentrer, je pense, dans l'organisation de cette conf. On laisse parler, dérouler les témoignages, et je pense, à la fin, on ouvrira, pendant une bonne demi-heure, jusqu'à de 11h à 11h30, on gérera un peu le temps, on ouvrira au débat, aux questions. N'hésitez pas. On est, nous, là, dans la convivialité, on n'est pas debout derrière un podium, on est autour d'une table, on est dans une discussion informelle, donc n'hésitez pas à poser vos questions, parce que l'intérêt d'une conf débat, c'est l'interactivité. D'ailleurs, les ITIAP le savent très bien, on travaille sur l'interactivité. Et la réaction. Voilà, donc j'en ai fini. Je poserai peut-être des questions à la fin de chaque intervention, une petite question cible, mais pas piégée, parce qu'on s'est quand même entendu un peu au départ. Donc je vais passer la parole peut-être d'abord à ma droite. Julien? T'es prêt? Alors, voilà, je te laisse te présenter, je te laisse travailler sur des exemples, parce que tu as du vécu, et je pense que c'est là, les gens qui sont là, ils attendent ça. D'accord? La parole est à toi. Merci Didier. Bonjour à tous. Je vais très brièvement me présenter. Donc effectivement, je suis un entraîneur de basket qui travaille pour le club d'Antibes, donc les Sharks d'Antibes maintenant. Nous sommes actuellement en première division
et nous sommes montés de Pro B, donc la deuxième division, la saison passée. Cette expérience-là, elle a été vécue en 2 temps pour moi. Une première partie où nous avions une équipe constituée de très jeunes joueurs, donc c'était il y a 2 ans, qui était censé être le socle de l'aventure de la montée. Donc ça a été un projet vraiment qu'on a essayé de construire sur 2 ans. Et une partie de ces jeunes joueurs ont constitué l'équipe de l'an dernier. Et donc il nous a fallu pendant 1 an déjà préparer la saison de la montée, en sachant qu'on n'en avait pas pour l'instant les moyens. Et donc la saison dernière, nous avons renforcé l'équipe avec des cadres plus expérimentés qui permettaient de tirer le meilleur en fin de compte des jeunes qu'on avait fait travailler l'année précédente. Et on en est heureux, ça s'est ponctué par une montée finalement. Donc nous avons terminé à la première place du championnat suite à ce qu'on appelle des play-offs. Donc c'est à la fin de la saison régulière qui nous ont demandé d'aller battre des équipes en 3 manches. Donc on a été battre Boulogne-sur-Mer, ensuite on a battu Pau-Orthez qui était premier de la saison régulière, et enfin on a terminé à domicile en battant Chaloins. Voilà. Donc on se retrouve en Pro A dans un tout nouveau projet qui est matérialisé par la nouvelle salle de basket d'Antibes, qui est une salle de plus de 5000 places, qui va accueillir beaucoup de spectacles basket et autres. Et donc effectivement cette année nous avons pour mission de maintenir notre équipe en première division. Bon, voilà. Moi là-dedans, je suis passé alternativement du rôle d'entraîneur adjoint au rôle d'entraîneur. Voilà, j'ai un petit peu rendu service quand je pouvais rendre service. Et l'an dernier, en fin de saison, j'ai repris l'équipe comme entraîneur, alors que j'avais commencé la saison comme entraîneur adjoint. Cette année, je repasse entraîneur adjoint. Bon voilà, donc il faut simplement se mettre au service de la structure pour voir là où on peut rendre le plus service. Voilà. Le témoignage que je peux vous apporter brièvement, et après je voudrais vraiment vous laisser place à vos questions, c'est vous dire que, en fait, je pense qu'on est plus apte à manager des gens quand on sait exactement les responsabilités que l'on doit prendre en tant que manager. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je pense, c'est qu'avant tout, le manager doit savoir ce qui lui incombe comme responsabilité. Ce qui lui incombe, c'est de recevoir, tu parlais tout à l'heure Didier, de management stratégique. C'est de recevoir des objectifs au-dessus de lui, en disant voilà, tu as tel moyen, tels objectifs, à toi de te débrouiller pour que les objectifs soient atteints. Bon, donc nous on reçoit ça comme une charge et comme une pression assez forte en tant que manager. On ne nous demande pas comment on a fait, on nous dit simplement est-ce que tu as réussi ou pas. Mais cette charge-là et cette pression, je pense que notre principal, notre principal objectif, c'est de ne pas la transmettre telle qu'elle aux joueurs ou en tout cas aux employés que l'on a sous notre responsabilité. Cette pression-là, c'est à nous de l'absorber, de la digérer et à un moment donné de la transformer en acte simple et détaché de toute part d'émotionnel, notamment aux employés à qui on va demander de faire ces tâches-là. Parce que si on transmet en même temps que des objectifs et des missions, si on transmet de la pression en même temps, on ne met pas forcément nos employés dans les meilleures conditions pour réaliser leurs tâches de façon performante. Donc c'est là-dessus, moi, que j'ai travaillé. Donc mon objectif, c'était de dire, très bien, il y a cette mission, il y a cet objectif, jouer une montée par exemple, terminer premier de championnat. Comment est-ce que je peux faire pour qu'on y arrive, donc qu'on soit performant, ce besoin de performance, sans que ça constitue une charge émotionnelle et une charge de stress négatif dans ce cas-là, qui paralyse un petit peu parfois les joueurs. Et pour ce faire, j'ai eu besoin de beaucoup travailler pour essayer d'être très précis sur les tâches qu'il était nécessaire de réussir afin d'arriver à l'objectif. Et c'est là où je parle de prise de responsabilité pour l'entraîneur. On en parlait tout à l'heure avec Didier. Il y a une vraie part de responsabilité à prendre à ce moment-là. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de dire vous devez arriver à faire toutes ces choses-là, ça. Vous devez arriver à tout faire pour que le travail soit fait correctement. Non. À un moment donné, je pense que le manager, il doit être capable de dire, voilà, sur toutes les choses qu'il faut réussir, il va y avoir un point d'entrée que je vais avoir la responsabilité de choisir.
Et c'est-à-dire que moi, je vais prendre la responsabilité de dire, si on arrive à faire 1, 2 ou 3 choses de la manière dont je le décris, c'est-à-dire de ce que j'appelle moi de la bonne manière, à ce moment-là, le projet va être une réussite. Parce que dans la foulée de ces 3 choses-là, on va réussir tout un tas d'autres opérations qui ne peuvent pas être prévues à l'avance. Je veux dire par là qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser, seulement il faut choisir à un moment donné des points d'entrée. Il faut choisir des points d'entrée parce que si on décrit tout ce qu'il faut réaliser, tout ce qu'il faut réussir, en fin de compte on met de la pression aux gens et on ne donne pas de priorité. Et je pense que le rôle du manager c'est ça, c'est de dire voilà, si vous avez réussi ça, ça et ça, on va réussir ensemble. Si ça marche pas, c'est pour ma pomme. C'est moi qui assumerai les responsabilités. Et à partir de là, on rentre dans la structure de travail, qui est de dire comment est-ce qu'on va réaliser ces tâches, comment est-ce qu'on va les réussir. Et comment est-ce qu'on va les réussir? Ben voilà, justement, on en parlait avec Didier. Des fois, il faut être capable d'encourager les gens, et des fois, il faut être capable aussi de leur dire que ça va pas. Mais à partir du moment où les tâches ont été très clairement balisées par l'entraîneur, par le manager ou par le cadre en règle générale, et que cette personne-là a pris ses responsabilités en cas d'échec, ça devient très facile de dire quand ça va et de dire quand ça va pas. Et ça devient surtout facile de le dire de façon détachée des émotions, sans pour autant que la personne soit remise en question personnellement. Non, simplement dire voilà, les tâches que je t'ai demandées, elles sont là, là et là. Réussissons ça et on va y arriver. Et si c'est pas bien fait, ben, il faut que ce soit clairement, très clairement dit. Donc je pense que voilà, le premier job du manager, c'est d'être très clair et de prendre ses responsabilités sur ce qui va assurer la réussite du projet. Et à partir de là, on peut commencer à parler de management, parce que justement, on se détache un petit peu des égos et on se détache un petit peu de la notion d'émotion qu'il peut y avoir au travers du travail. Voilà, donc c'était simplement pour cadrer. Après, je vais passer la parole à mes collègues. Et puis, bon, il y a tout un tas d'anecdotes à raconter, mais on le fera. J'aimerais qu'il aille un peu plus loin, que parce qu'on a eu l'occasion de discuter en amont, tu as en face de toi un collectif de professionnels. Tu as des origines, des gens qui ont des cultures et des origines différentes. Tu as des gens qui ont des sensibilités différentes. Tu as des gens, tous, comme tu dis, tu vas leur donner un objectif. Enfin, pas un objectif, mais une tâche précise. Mais ils vont assumer cette tâche-là, leur propre tâche que tu vas assumer, mais collectivement, comment tu arrives à gérer ça, de par leur culture différente, leur approche différente, comment tu vas, je dirais, essayer de créer une motivation collective, un partage commun. Comment tu vas arriver à faire ça? Et en deuxième temps, j'aimerais que tu ailles un peu plus loin sur le fait que tu as vécu dans le monde du basket, tu as fait des études. Comment tu as vécu un peu, je dirais, la pression que tu subis, parce que l'obligation de résultat sur des entraîneurs d'équipes professionnelles, on se doute qu'elle doit être forte. Comment tu as vécu ta vie personnelle aussi, par rapport à ton parcours, comment tu as essayé de gérer tout ça? Alors, manager tout ça de façon personnelle, hein, puisqu'on fait du management, tous autant connaît, comment tu l'as fait ça? Voilà. J'aimerais qu'il y ait un peu plus loin sur ces deux approches. Si possible, je ne veux pas... Ouais, je vais essayer de faire. Je vais répondre à ta question. Donc, tout d'abord, la question était de savoir comment est-ce qu'on crée un collectif. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à créer une émulation dans un groupe et à faire en sorte que les gens, effectivement, se dépassent. Bon, déjà, je pense que dans le sport, on a une facilité par rapport à vous, c'est qu'on a un adversaire qui est tout trouvé d'avance. Bon, cet adversaire-là, il peut être source d'un stress négatif, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire... mon Dieu, est-ce que c'est fort en face? Est-ce que je vais réussir à le battre? Est-ce que je serai suffisamment fort pour le battre? Donc ça, c'est généralement ce stress négatif. On se le crée quand on se fixe uniquement sur le résultat final et sur les conséquences de nos actes. Alors justement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de focaliser l'attention sur les actes en eux-mêmes et pas sur leurs conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en étant un peu trivial, on va dire à nos joueurs, voilà... il y a des tâches, il y a des rôles. Je vais vous donner à chacun un rôle. Indépendamment de la hiérarchie. Moi, j'ai essayé de sortir de la notion de hiérarchie. Évidemment, il y a des joueurs qui jouent plus que d'autres. Évidemment, il y a des joueurs qui marquent plus de paniers que d'autres. Mais ça ne leur donne pas une importance hiérarchique supérieure à celui qui joue moins. Parce que même celui qui joue moins, s'il n'est pas capable de remplir son rôle, on ne peut pas gagner le match. Alors, c'est peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais en attendant, sans lui, on ne peut pas y arriver.
Donc moi j'ai coupé toute idée de hiérarchie dans l'équipe. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a des rôles. Des rôles qui sont plus ou moins valorisants d'un point de vue externe. Hein, les médias, lui il est fort, à lui il a souvent le ballon, à lui etc. etc. Quelqu'un qui est plus en lumière qu'un autre, ça oui, ça arrive. Mais pas forcément quelqu'un qui soit le plus important. Donc il y a une communication externe, et puis il y a géré par les médias. Et puis nous, à l'intérieur, on essaie d'avoir une communication interne qui dit que chacun a un rôle bien précis à jouer et que si ce rôle-là n'est pas fait, si la tâche n'est pas accomplie, alors on ne peut pas réussir. Donc déjà, on implique tout le monde là-dedans. Donc moi, je donne ça à mes joueurs. Je leur donne de l'importance, je leur donne de la considération. Et ça, je pense que c'est une clé. On peut pas obtenir des efforts de la part des gens si on leur donne pas de considération dans le travail qu'ils font. Donc ça, pour moi, c'est primordial. Donc je donne déjà ça. Je me mouille, entre guillemets, c'est-à-dire que je prends des responsabilités en déterminant ces tâches et les rôles de chacun là-dedans. Et puis ensuite, le deal, c'est que j'attends quelque chose de mes joueurs. J'attends des attitudes. J'attends des attitudes que je vais définir de façon très simple. Une attitude positive, c'est-à-dire d'avoir toujours un comportement et un langage qui permet à la personne qui est à côté de soi de se sentir soutenu, de se sentir valorisé. Voilà. On peut penser ce qu'on veut. Moi, dans la boîte, j'y suis pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le comportement, c'est le langage qui est employé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un joueur, c'est comme un salarié, c'est comme n'importe quel cadre. Il est tout le temps soumis à la fois, évidemment, bon, le mot stress, on l'emploie un peu à toutes les sauces, donc on va enlever ce mot stress. Il est tout le temps soumis à des frustrations. Et quand je suis soumis à une frustration, eh ben, j'ai une réaction derrière. Et moi, ce que je leur demande, c'est d'arriver, à un moment donné, à réagir de façon à se montrer, en quelque sorte, un peu résilient. C'est-à-dire, oui, je subis une frustration, mais je montre à mes partenaires que je suis plus fort que cette frustration et qu'elle ne me rabaisse pas. Donc, en fin de compte, on parle souvent d'esprit d'équipe, et je vais en arriver à la réponse. L'esprit d'équipe, pour moi, je fais un peu l'analogie par rapport à la façon dont le cerveau est constitué. En fin de compte, ce sont plein de petites informations, plein de petites bribes électroniques, électriques là, qui naviguent de neurone en neurone, voilà.